Un simple message et mon monde s'est effondré. Mais il ignorait que ce même message signerait la fin de sa petite illusion. Élodie releva la tête du comptoir de sa boutique chic nichée au cœur du Marais, à Paris, lorsque son téléphone se mit à vibrer sans relâche. Dans la douce lumière du matin, un seul message apparut, bref, brutal, comme une lame glacée transperçant son cœur. « Je te quitte, je pars à Nice avec Camille. Tu te souviens d'elle? Elle a 20 ans, toi tu. J'ai vidé notre compte commun, bonne chance. » 38 ans, 12 ans de mariage, balayés en une phrase assassine. Élodie inspira profondément. Son sourire resta figé tandis qu'elle finissait d'emballer soigneusement une écharpe en soie pour Madame Lefebvre, fidèle cliente. Personne n'aurait pu deviner que son cœur venait d'imploser. Seul un léger plissement au coin de ses yeux trahissait la tempête qui couvait. Quand la porte de la boutique se referma derrière Madame Lefebvre, Élodie posa son téléphone, et un calme glacial s'empara d'elle. Nice? Avec une gamine de 20 ans? Et il croyait vraiment qu'elle allait pleurer dans leur appartement parisien, impuissante devant sa trahison? « Tu as choisi ta partie, Luc. À moi de jouer, » murmura-t-elle, un éclat déterminé dans le regard. Élodie tapa sa réponse. Bonne chance, sincèrement. Pas de larmes, pas de supplications, seulement le silence implacable d'une femme qui s'apprête à contre-attaquer. Car Luc ignorait qu'Élodie, depuis des mois, avait mis à l'abri toutes ses économies, collecté minutieusement des preuves, absences suspectes, dépenses douteuses, signes d'infidélité. Et maintenant, son message n'était que la pièce finale qui lui permettrait de renverser la partie. Sur le boulevard baigné de soleil, Élodie verrouilla sa boutique. Le claquement assuré de ses talons résonnait sur le trottoir. La femme que Luc pensait voir s'effondrer était en train de se préparer à reprendre le contrôle. Élodie posa son téléphone sur le comptoir, le battement de son cœur résonnant encore comme un tambour dans ses oreilles. Pourtant, à l'extérieur, elle salua Madame Lefebvre avec un sourire gracieux, la remerciant pour son achat. Dès que la porte de la boutique se referma, son sourire s'éteignit, remplacé par un regard d'acier. Elle s'avança d'un pas décidé vers l'arrière-boutique, ouvrit le coffre-fort et en sortit un épais dossier qu'elle avait soigneusement compilé depuis 6 mois. Relevé bancaire de Luc, facture d'hôtel réservée lors de ses soirées de travail, capture d'écran de messages envoyés à Camille, billets pour l'Opéra Garnier où elle n'avait jamais été conviée. Elle étala chaque preuve sur son bureau, ses doigts glissant dessus avec la précision d'un chef d'orchestre dirigeant la symphonie de sa revanche. Chaque document était une note parfaite pour la plainte qui s'annonçait. Élodie prit le téléphone, composa le numéro de son avocat. « Maître Duval, c'est le moment. Il vient de confirmer par message. » Sa voix resta posée malgré l'adrénaline. « Très bien, Madame Élodie. Je dépose la requête aujourd'hui même. Il ignore qu'il vient de se mettre la corde au cou. » En raccrochant, Élodie leva les yeux vers la grande vitrine baignée de lumière. Le soleil parisien illuminait l'enseigne dorée de sa boutique, Maison Élodie. Une légère brise fit flotter sa robe de soie, comme pour lui rappeler que le temps de la passivité était révolu. En elle, plus aucune douleur. Seulement cette certitude inébranlable, tout reprendre, grâce à son calme et à sa préparation. En repensant aux 6 derniers mois, Élodie comprit que tous les signes étaient là, comme un puzzle qui suffisait d'assembler pour révéler l'infidélité de Luc. Les soirs où il rentrait tard, avec ce parfum inconnu sur le col de sa chemise blanche, ces messages reçus à minuit qu'il effaçait en vitesse dès qu'elle apparaissait dans l'encadrement de la porte, ces factures somptuaires qui ne collaient jamais avec ses prétextes de dîner professionnel. Chaque détail s'était enfoncé dans son cœur comme une épine. Elle se souvenait parfaitement de ce soir d'automne lorsque Luc s'endormit profondément. La lumière vacillante de l'écran de son téléphone posé sur la table attira son regard. Un message s'afficha. « Hâte de te revoir, mon amour, Camille. » Un frisson glacé la parcourut. Au lieu de s'emporter, son esprit devint d'une clarté presque surnaturelle. Dès ce soir-là, Élodie mit son plan en marche. Elle se rendit discrètement à la banque et ouvrit un compte sous son nom de jeune fille, à l'abri des soupçons de Luc.
Elle y transféra petit à petit l'argent issu de sa boutique, évitant de laisser une trace inhabituelle sur leur compte commun. En parallèle, elle engagea un détective privé qui lui livrait chaque semaine des rapports détaillés, dîners romantiques sur les quais de Seine, réservations d'hôtels à Deauville pour des week-ends de travail. Toutes ces preuves s'assemblaient, dessinant un tableau sans équivoque. Élodie comprit alors. La trahison de Luc n'était pas une erreur passagère, mais un scénario soigneusement orchestré. Malheureusement pour lui, elle s'était réveillée avant que le rideau final ne tombe. Chaque soir, après la fermeture de sa boutique, Élodie restait seule dans son petit bureau éclairé par la lueur douce d'une lampe. Patiente et méthodique, elle organisait les documents dans un classeur qu'elle avait baptisé « Dossier Luc », où elle consignait chaque dépense suspecte, les horaires de ses retours tardifs, les messages imprimés depuis son téléphone et les photos prises par le détective. Mais Élodie ne se contentait pas d'accumuler les preuves. Elle s'instruisait aussi en détail sur le droit matrimonial français. Elle fixait des rendez-vous réguliers avec Maître Duval, un avocat spécialisé en divorce, dans un café au charme désuet sur le boulevard Saint-Germain. Ils se retrouvaient chaque semaine pour passer en revue les pièces, décortiquer les textes de loi protégeant les biens propres et identifier les failles que Luc pensait pouvoir exploiter. « Madame Élodie » dit un soir Maître Duval avec un sourire impressionné après avoir feuilleté l'épais dossier. « Je n'ai jamais vu une préparation aussi rigoureuse. Ce plan va le prendre de vitesse. » À chaque rencontre, la peur qui rongeait Élodie s'estompait un peu plus, remplacée par une détermination froide. Chacune des preuves rassemblées était une marche menant Luc tout droit vers le précipice qu'il avait lui-même creusé. Elle apprit à conserver un visage impassible face à Luc, même lorsqu'il se vantait de ses « soirées de travail ». À l'intérieur, elle comptait simplement les jours avant que le piège ne se referme sur lui. Le dernier message de Luc s'afficha sur l'écran. « Camille et moi prenons le TGV demain matin. J'ai réservé un hôtel face à la mer à Nice. Ne fais pas de bêtises. » Élodie laissa échapper un léger rire. Pas celui du désespoir, mais le rire calme de celle prête à lancer l'estocade. Elle prit son dossier, trouva les factures du TGV et de l'hôtel réglées avec leur carte commune. Preuve irréfutable que Luc avait laissé derrière lui. Elle saisit son téléphone et, dans la lueur chaude de son appartement parisien, appela la banque d'une voix posée comme si elle réservait une table. « Bonjour, je souhaite signaler des transactions frauduleuses. Le cotitulaire de la carte a effectué des achats sans mon consentement. » Le conseiller bancaire lui demanda les détails. Élodie énuméra chaque somme, puis envoya par mail une capture du message fanfaron de Luc. Dans la voix du conseiller, elle crut percevoir un brin de satisfaction lorsqu'il confirma. « Nous allons annuler immédiatement ces transactions. Les billets TGV et la réservation d'hôtel seront invalidés. » Élodie s'adossa au dossier de son fauteuil, un éclat d'acier dans le regard. Elle imagina Luc et Camille plantés à la gare de Lyon, valise à la main, se voyant refuser l'accès au train pour cause de billets annulés. Leur escapade amoureuse commençait, par une humiliation soigneusement orchestrée. Elle écrivit un dernier message, non pas à Luc, mais à Maître Duval. « Le plan est lancé. Rendez-vous demain. » Après avoir raccroché avec la banque, Élodie se posta près de la grande fenêtre donnant sur le boulevard Haussmann, illuminée par les lampadaires. En bas, Paris grouillait de vie, inconsciente de la tempête silencieuse qui prenait forme dans cet appartement haussmannien. Cet appartement chaleureux, avec ses hauts plafonds, ses parquets d'époque, ses cheminées en marbre, chaque détail racontait l'histoire de sa famille. C'était l'héritage précieux de sa grand-mère, et dès le premier jour, Élodie avait refusé catégoriquement d'y ajouter le nom de Luc, malgré ses demandes insistantes. « Ma chérie, on est mariés, on devrait tout partager, non ?» murmurait-il, un regard faussement tendre masquant sa convoitise. Elle se contentait de sourire, changeait habilement de sujet. Elle savait déjà, l'amour ne devait jamais signifier renoncer à se protéger. De la même manière, la boutique Maison Élodie était le fruit de 10 ans de travail acharné. Partie d'un petit local dans une ruelle, elle avait bâti un nom incontournable du Marais.
Chaque document administratif, chaque compte bancaire, chaque bail commercial était uniquement à son nom. Luc n'avait aucun droit sur cet empire qu'il avait longtemps qualifié de simple passion. Aujourd'hui, alors que la tempête éclatait, cette prudence s'avérait être une forteresse imprenable. Luc pouvait bien fanfaronner sur le fait de maîtriser leur mariage, il ignorait que cet appartement, cette boutique, lui échappait depuis toujours. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur les balcons en fer forgé du boulevard Haussmann, le téléphone d'Élodie se mit à vibrer sans arrêt. Les messages de Luc arrivaient en rafale, chacun comme une lame, cherchant à raviver la plaie qu'il venait d'ouvrir. Tu devrais être réaliste. À ton âge, personne d'autre ne voudra de toi. Camille et moi sommes plus heureux que jamais. Tu n'es qu'un souvenir triste. À 38 ans, tu ferais mieux de t'occuper de ta petite boutique plutôt que de rêver à un nouveau départ. Chaque mot ne brisait pas Élodie, mais renforçait son calme glacial. Elle ne répondit pas. Elle fit des captures d'écran, rangeant soigneusement chaque message dans le dossier « Luc », ajoutant encore des preuves de ses insultes délibérées. Quand le 10e message s'afficha, proclamant « Je sais que tu finiras par supplier que je revienne », Élodie releva la tête, un mince sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle comprit que la plus grande peur de Luc n'était pas la séparation, mais l'indifférence, et c'est exactement ce qu'elle lui servait. Parfois, le silence est la réponse la plus cruelle, et dans ce moment précis, Élodie sentit qu'elle venait enfin de reprendre le contrôle. Alors que les messages humiliants de Luc continuaient d'affluer, le téléphone d'Élodie sonna avec un numéro familier, celui de la mère de Luc. Sa voix tremblait de colère. « Élodie, Luc m'a tout raconté. Comment as-tu pu être si cruelle, l'empêcher de s'épanouir? Tu l'étouffais. » Élodie inspira profondément, ouvrit son dossier de preuves, activa le haut-parleur et répondit d'une voix calme mais ferme. « Madame Bérard, je vous respecte, mais je ne peux plus me taire. Voulez-vous entendre les propres mots de votre fils ?» À l'autre bout du fil, le silence se fit, pesant, entrecoupé seulement par la respiration saccadée de la vieille dame. 1 heure plus tard, Julie, la sœur de Luc, appela à son tour. Elle commença sur le même ton accusateur, jusqu'à ce qu'Élodie envoie par mail les factures d'hôtel, relevés bancaires et rapports du détective. Après un long silence, Julie murmura « Élodie, je suis désolée, il nous a tous trompés. » Ses excuses ne refermaient pas la blessure, mais en raccrochant, Élodie sut que Luc venait de perdre ses derniers alliés. La vérité, enfin dévoilée, commençait à fissurer le masque qu'il avait si soigneusement construit. Ce matin-là, la salle d'audience était saturée d'une tension palpable. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, illuminant le parquet sombre du tribunal d'arrondissement de Paris, où Élodie, impassible, siégeait aux côtés de Maître Duval. En face, Luc arriva, engoncé dans un costume flambant neuf, le visage crispé, trahissant sa peur. Le juge planta son regard dans celui de Luc, et sa voix résonna, grave et solennelle. « Monsieur Luc Bérard, admettez-vous avoir retiré l'intégralité des fonds du compte commun avant de quitter le domicile conjugal ?» Luc déglutit, balbutia. Je voulais juste recommencer ma vie. » En détournant l'argent et en le dépensant avec votre maîtresse, trancha le juge, son regard acéré comme une lame. Maître Duval se leva calmement et déposa le volumineux dossier de preuves. Message accablant de Luc, relevé bancaire, rapport du détective, documents attestant du caractère propre de l'appartement et de la boutique d'Élodie. Chaque pièce venait clouer Luc un peu plus sur le banc des accusés. Finalement, la voix du juge résonna, implacable. La Cour ordonne à Monsieur Luc Bérard de restituer l'intégralité des fonds détournés. L'appartement et la boutique Maison Élodie sont confirmés comme biens propres, exclus du patrimoine commun. Les actes frauduleux de Monsieur Bérard sont actés au dossier.
Élodie inspira profondément. Pour la première fois depuis des semaines, sa poitrine s'allégea. L'audience d'urgence venait de clore la partie que Luc croyait gagner, mais il avait, en réalité, précipité sa propre chute. Dès le verdict rendu, Luc et Camille traînaient leurs valises jusqu'à la gare de Lyon, le visage blême. Leur billet TGV avait été annulé bien avant, et toutes les économies qu'il espérait utiliser s'étaient évaporées. Le rêve de Nice, ce paradis qu'il avait promis à sa maîtresse, s'était dissipé comme une illusion. Ils trouvèrent refuge dans un motel miteux près de la gare, une odeur de renfermé flottant dans la petite chambre au papier peint déchiré. Camille, dont les yeux brillaient d'espoir quelques jours plus tôt, ne laissait transparaître désormais que la peur et le dégoût. Assise au bord du lit, elle esquivait la main de Luc qui tentait de la rassurer. Luc reçut un appel glaçant de sa banque. Ses comptes venaient d'être gelés sur décision du tribunal. Chaque mot résonnait comme un coup de massue, détruisant un à un ses derniers espoirs. Il tourna les yeux vers Camille, mais la vit ranger ses affaires en silence, prête à reprendre le train pour rentrer chez elle. Dans la nuit glaciale de Paris, Luc s'affala sur le sol froid de la chambre. La lumière blafarde du lampadaire filtrait à travers la fenêtre, illuminant son visage défait. Son grand projet de fuite romantique s'était effondré avant même de commencer. Et pour la première fois, Luc comprit qu'il n'avait plus rien, ni argent, ni amour, ni avenir. Alors que Luc s'enlisait dans ses dettes et sa solitude, Élodie se tenait dans l'écrin lumineux de sa nouvelle boutique à Lyon, où flottait un subtil parfum de cuir neuf et de fleurs fraîches. Le deuxième point de vente de Maison Élodie venait d'ouvrir ses portes, symbole éclatant de sa renaissance. Des clientes s'affluaient pour la soirée d'inauguration, le tintement délicat des coupes de champagne résonnant entre les présentoirs soigneusement agencés. Élodie, vêtue d'une élégante robe bleu marine, accueillait chaque invité avec un sourire rayonnant. Son regard ne portait plus l'ombre de la trahison, mais la fierté éclatante d'une femme qui s'est reconstruite seule. La nouvelle de l'ouverture fit rapidement la une des magazines de mode les plus en vue. On ne parlait plus d'elle comme de l'épouse trahie, mais comme d'une entrepreneure inspirante. Dans Le Monde, on pouvait lire « Maison Élodie, un symbole d'indépendance et d'audace féminine ». Au son d'une musique douce, Élodie leva son verre avec son équipe fidèle, un élan de bonheur la traversant. Des cendres, elle avait bâti un empire, par son talent, sa détermination, et plus personne ne pouvait le nier. Un après-midi, alors qu'Élodie vérifiait les comptes de la boutique de Lyon, son téléphone se mit à vibrer. L'écran affichait « Madame Bérard ». Son cœur se serra un instant, mais elle décrocha calmement. La voix de la mère de Luc retentit, rauque, comme après de longues heures de larmes. « Élodie, je me suis trompée. Mon fils nous a tous manipulés, même sa propre famille. Pardonne-moi, je n'aurais jamais dû croire ces mensonges. » Élodie resta silencieuse, écoutant le sanglot d'une mère qui avait autrefois défendu Luc envers et contre tout. Peu après, Julie, la sœur de Luc, envoya un message. « Élodie, je suis vraiment désolée de t'avoir accusée. Il nous a tous trompés. Nous regrettons de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. » Élodie leva les yeux vers le ciel du soir au-delà de la grande vitrine. Le crépuscule dorait les rues de Lyon, tandis que la vie continuait son cours. Elle sentit un poids immense se dissiper. La vérité avait fini par triompher, et elle n'était plus celle qu'on montrait du doigt. Luc s'était détruit tout seul, et désormais, plus personne ne voulait encore le défendre. Ce soir-là, alors qu'Élodie regagnait le calme de son appartement haussmannien, son téléphone se mit à vibrer frénétiquement. Les messages de Luc affluaient, cette fois dépouillés de toute arrogance, empreints d'une panique palpable. « Élodie, je t'en supplie, j'ai fait une erreur.
Donne-moi une seconde chance. Tu vas le regretter si tu refuses de me pardonner. Je te jure que je t'entraînerai dans ma chute. Tu ne peux pas vivre sans moi. Reviens, je t'en prie. » Chaque message révélait la déroute totale de Luc. Il passait de la supplication à la menace, du repentir factice à la rage la plus crue. Élodie s'assit calmement à son bureau, un sourire glacé au coin des lèvres, et captura l'écran de chaque message, les sauvegardant soigneusement dans le dossier « Luc, contre-preuve ». Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de répondre. Elle savait qu'ignorer ses cris de désespoir était la seule chose qui le terrifiait vraiment. Et ses mots frénétiques deviendraient, le moment venu, la pièce maîtresse pour le clouer définitivement s'il s'avisait de franchir la ligne. À cet instant, Élodie sut que plus rien ni personne ne pourrait l'ébranler. Peu après l'avalanche de messages de Luc, la rumeur de son comportement se propagea comme une traînée de poudre dans les couloirs de son entreprise. Le service RH reçut une plainte officielle concernant sa liaison douteuse avec Camille, la jeune stagiaire. Une enquête interne fut ouverte, publications sur les réseaux, témoignages de collègues et textos vantards de Luc furent autant de preuves accablantes. À l'issue du conseil disciplinaire, Luc ressortit livide. Son renvoi fut envisagé, mais la direction préféra le rétrograder sévèrement. Ses espoirs de promotion, ses ambitions de carrière, balayés. Son dossier RH mentionnait désormais relations inappropriées, manquement à l'éthique professionnelle, un boulet qui compromettrait toute future candidature. Ruiné, discrédité, Luc quitta son appartement pour revenir s'installer chez ses parents, dans leur maison modeste de la banlieue de Versailles. Sa vieille chambre d'adolescent, aux murs jaunis par le temps, devint son unique refuge. Chaque nuit, en fixant le plafond craquelé, Luc comprenait enfin que tout ce qu'il avait méprisé, l'âge d'Élodie, sa petite boutique, avait fait d'elle une femme forte, tandis que son orgueil l'avait précipitée dans l'abîme. Alors que Luc se morfondait dans sa chambre d'adolescent à Versailles, Élodie enchaînait les allers-retours entre Paris et Bordeaux. Sa troisième boutique, Maison Élodie, ouvrit ses portes au cœur du vieux Bordeaux, attirant une file de clientes impatientes dès l'aube. La presse locale la salua comme « la nouvelle reine des boutiques du Sud-Ouest ». Peu de temps après, elle inaugura une 4e adresse à Lille, puis une 5e à Strasbourg, chacune portant la signature élégante de la marque, devenant des lieux incontournables pour les passionnés de mode. La renommée de Maison Élodie dépassa les frontières parisiennes. Élodie fit la couverture d'Elle France sous le titre « Élodie, l'icône de la résilience » qui a transformé la douleur en un empire de mode. Chaque soir, de retour dans son appartement haussmannien, elle contemplait Paris scintillant sous les réverbères, le cœur empli de fierté. Jadis rabaissée, elle avait bâti son propre empire, solide et radieux, un trésor que personne ne pourrait plus jamais lui arracher. L'histoire d'Élodie. Cette femme trahie qui, au lieu de sombrer, avait bâti un empire de mode, se propagea dans tout l'Hexagone. Elle fit la une des plus grands médias, Le Monde, Le Figaro, mais aussi des magazines féminins comme Madame Figaro, Elle et Grazia. Les talk-shows du soir l'invitèrent pour qu'elle raconte comment elle avait transformé la douleur en victoire. Des milliers de Françaises lui envoyèrent des messages, par email ou lettres manuscrites, avouant que son parcours leur avait ouvert les yeux. Se préparer n'est pas un signe de défiance, mais un acte de protection de sa propre valeur. Les réseaux sociaux relayèrent ces citations, la plus partagée étant « Se protéger n'est pas une peur, c'est un respect de soi-même ». Conférences, forums sur l'émancipation financière, Élodie y fut sollicitée comme intervenante, érigée en modèle de la femme moderne, capable d'aimer et de faire confiance, mais aussi de défendre farouchement son indépendance. De son drame personnel, Élodie avait fait naître une lumière guidant d'innombrables femmes en quête de force. 3 ans plus tard, par un après-midi de printemps à Paris,
Élodie sortait d'une séance de dédicace pour son autobiographie. Maison Élodie, du chaos à l'empire. Alors qu'elle allait monter dans sa voiture, une silhouette familière émergea de la foule pressée. Luc. Amaigri, vêtu d'un manteau froissé, il fixait avec incrédulité cette femme radieuse, confiante, saluée par des passants qui lui demandaient des photos. Il balbutia. « Élodie, comment as-tu pu en arriver là? Pourquoi tout s'est-il effondré pour moi ?» Élodie planta son regard dans ses yeux cernés et répondit d'une voix calme, tranchante comme la lame. « Rien ne s'est effondré, Luc. Tu as détruit toi-même ta vie. Tu n'as pas détruit la mienne. » Elle monta dans la voiture, laissant Luc figé sur le trottoir parisien, solitaire dans le flux des passants pressés. À travers la vitre, elle esquissa un sourire. Le revoir ne lui faisait plus mal. Ce n'était plus qu'un rappel, celui de sa force et de sa décision de toujours se protéger. Quelques semaines après avoir croisé Luc, Élodie fut invitée comme conférencière principale au Forum des femmes entrepreneurs de France, organisé dans le prestigieux Palais des Congrès à Paris. La salle était comble. Des centaines de femmes étaient venues entendre le témoignage de celles qui incarnaient désormais la liberté et la force. Sous les projecteurs, le visage serein d'Élodie apparut. Elle entama son discours avec les mots tirés de sa propre douleur. « J'ai longtemps cru que l'amour signifiait tout partager, même ses biens. Mais j'ai appris qu'assurer la protection de son patrimoine n'est pas un manque de confiance, c'est une preuve de respect de soi. » Un silence profond emplit la salle. Dans chaque phrase, elle insistait sur la nécessité de connaître ses droits, de garder la maîtrise de ses avoirs et de ne jamais laisser quiconque remettre en cause sa valeur. Quand elle termina, des applaudissements nourris éclatèrent, résonnant longuement. En descendant de scène, de jeunes femmes vinrent vers elle, les yeux brillants d'espoir, serrant ses mains avec émotion. Élodie comprit que son histoire dépassait sa propre revanche. Elle était devenue un signal de courage pour toutes celles qui voulaient se protéger et s'affirmer. Un an après la conférence qui avait marqué les esprits, la chaîne de boutiques Maison Élodie s'était étendue à 7 adresses dans les plus grandes villes. Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Marseille et Toulouse. Chaque boutique n'était pas seulement un écrin de mode, mais le symbole vivant de l'histoire d'Élodie, la femme trahie qui avait su renaître plus éclatante que jamais. Les médias la surnommaient la reine des boutiques, et Forbes France l'avait classée parmi les 50 entrepreneurs les plus inspirantes d'Europe. Ses ateliers affichaient complets, rassemblant des centaines de femmes venues apprendre à protéger leur patrimoine, gérer leurs finances et se lancer dans l'entrepreneuriat. Debout dans son flagship de l'avenue Haussmann, Élodie contemplait les sacs portant l'élégant logo Maison Élodie scintiller sous la lumière. Elle savait que chaque création n'était pas seulement un objet de luxe, mais un symbole, celui qui prouve qu'après la trahison, une femme peut se relever, réussir et briller de toute sa puissance. Lors de la soirée célébrant les 10 ans de Maison Élodie, elle se tenait sur la terrasse du siège de sa marque, contemplant Paris étincelante sous le ciel nocturne. La musique flottait dans l'air. Les invités levaient leurs verres en son honneur, mais dans cet instant suspendu, Élodie se retrouvait seule face à son passé. Elle se souvenait des nuits glaciales dans son appartement vide, des messages venimeux, des murmures malveillants et du regard hébété de Luc ce jour-là, réalisant que la femme qu'il avait méprisée s'était envolée bien au-delà de sa portée. Élodie ferma les yeux, un sourire délicat mais empreint de fierté illuminant son visage. Son cœur n'était plus alourdi par la trahison. Chaque perte, chaque cicatrice avait forgé la femme qu'elle était devenue. Elle rouvrit les yeux, murmurant pour elle-même, mais aussi comme un serment adressé à toutes celles qu'on sous-estime.
le succès est la plus douce des vengeances.